Très bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour le dernier webinaire communautique de cette année 2021. Et à l'occasion de cette dernière rencontre à distance, nous avons souhaité essayer de faire un peu un tour d'horizon, une vision un peu 360 degrés de marché, en fait, alors dont on utilise encore le terme fréquemment, peut-être en dehors de la Normandie plus qu'ailleurs, de digital learning, euh, en s'interrogeant quels sont les acteurs, comment ce marché est en train d'évoluer. On ne va pas dire qu'il a évolué ou qu'il va évoluer, on est en pleine mutation, comme vous le voyez dans le titre de ce webinaire. Et c'est avec Loïc Tournedouet, de l'AFPA, qui va se présenter en quelques secondes après, que nous allons essayer de décrypter quel est ce marché, quels sont ces acteurs du digital learning aujourd'hui. En l'occurrence, parce que Loïc est à la fois membre du bureau du FOD et pour le FOD et avec de nombreux autres acteurs, a élaboré depuis quelques années un certain nombre de guides qui justement nous permettent d'avoir cette vision 360, que ce soit, ça a été fait avant la période de crise et il y a eu une version qui a été actualisée avec un regard nouveau dont Loïc va pouvoir tirer un certain nombre d'informations pour nous permettre d'avoir cet éclairage sur ces acteurs dans ce marché en pleine mutation, je vais envie de dire plein bouleversement également. Bonjour Loïc, donc, Et bonjour à tous. dis-nous à l'AFPA, qu'est-ce que tu fais déjà? Parce que tu as pas que la vision de l'AFPA, tu as une vision très large justement qui va venir enrichir ces discussions de cet après-midi. Oui, merci. Merci Jean-Luc. Peut-être juste pour dire ce que je fais à l'AFPA. Je conduis des projets de digitalisation de l'offre de formation depuis de nombreuses années, comme notamment sur beaucoup de gros chantiers avec du vidéo learning, mais aussi surtout les MOOC en fait depuis 6 ans. Et puis actuellement, moi je travaille aussi sur le portail afpa.fr pour faire évoluer l'offre en ligne, voilà. Mais en fait, là aujourd'hui, je vais vous parler plus du point de vue, comment dire, d'un expert du FOD en fait qui contribue à différents chantiers et ou qui est piloté, on va dire, un chantier qui s'appelait Digital Learning. On a fait déjà deux livres blancs en fait en 2019 puis en 2020 sur finalement l'observation des pratiques et des usages des différents acteurs concernés par le sujet. Donc c'est un petit peu, c'est surtout ça que je vais vous représenter à nouveau aujourd'hui. Et puis en fait, avec Jean-Luc, on donnera un éclairage également un peu plus large, le point de vue des EdTech, le point de vue d'un offreur de formation et le point de vue des demandeurs et des offreurs. Voilà, enfin, voilà l'objectif. Très bien. Alors, du coup, marché en mutation, par quoi est-ce que l'on va commencer? On va essayer de poser peut-être un peu les problématiques hein, pour comprendre ce marché, essayer de voir ensuite effectivement qui sont les acteurs, et puis on réservera peut-être une place toute particulière au regard que l'on peut porter sur les EdTech. Il y en a un certain nombre en Normandie. Et je vous rappelle, hein, bon, vous avez tous bien sûr trouvé le chat, hein, je vois que ça discute déjà, enfin ça a beaucoup dit bonjour, mais super. N'hésitez pas avec le chat, effectivement, comme vous le rappelle Christophe, à l'utiliser, posez vos questions, on les relaiera tout de suite à Loïc et on essaiera d'y répondre ensemble, hein, voilà. Et bien sûr, on gardera un temps d'échange à la fin. Alors, problématique. Si on veut parler de problématique, Loïc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, là, la situation fin 2021, des usages et des attentes vis-à-vis du digital learning? Bien. Oui, parce qu'en fait, du coup, peut-être juste pour dire une phrase en intro, effectivement, le digital est partout. Bon, bah, en fait, avant la crise de Covid-19, comment dire, il y avait à la fois des gens passionnés qui prenaient un intérêt important et un engagement important, mais d'autres acteurs qui étaient plutôt dans le questionnement, la défiance. Finalement, avec ce qu'on vient de traverser ces derniers mois, là, finalement, on assistait à une généralisation du télétravail d'une part, mais aussi une utilisation massive du multimodal numérique en fait en formation. Donc la question est plus aujourd'hui de se dire est-ce que c'est bien, pas bien, quels sont les avantages et inconvénients, même si on va un petit peu y revenir. Surtout la question est de savoir
comment y aller, comment sont positionnés les différents acteurs et essayer de se repérer dans ce marché un petit peu mouvant, quoi. Je vais avancer, voilà, c'est ça. Donc, on s'est en amont de la préparation de ce webinaire avec Jean-Luc et Christophe, on s'est posé quelques questions. Ben, finalement, c'est quoi les problématiques actuellement? Qui sont les acteurs? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui rentrent dans la place. Quelle est la place des EdTech plus précisément? Et puis aussi, comment les acteurs plus historiques s'adaptent. Et ça, c'était les questions d'entrée. Voilà. Avancer. Alors, tout d'abord, je me suis permis, je vais décaler la petite fenêtre en bas là. Pas que ça gêne. Voilà. Je me suis permis de reprendre une planche qui a été faite récemment par des confrères du FOD, là, dans le cadre d'un diagnostic de rentrée pour esquisser un plan d'action au FOD. Donc, dans une sorte de feuille de route stratégique pour le FOD, ça c'était l'introduction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est face à un double paradoxe. D'une part, il y a l'explosion de la formation à distance. Bon, depuis 25 ans, tout le monde y travaille. Le Covid a eu un certain impact, on l'a dit, et donc aujourd'hui, il y a une estimation un peu globale qui dit que, voilà, bon an, mal an, une majorité du marché est en train de devenir multimodal. Donc ça, c'est plutôt positif, même si là, le chemin a été un peu long. D'un autre côté, et pour contrebalancer tout ça, on pourrait dire que finalement, il y a une fragilisation de l'image du multimodal, puisque en fait, avec tout ce qui s'est passé, il y a eu une digitalisation souvent à marche forcée, dans un contexte un peu de crise, qu'on conduit parfois certains acteurs à faire un peu avec les moyens du bord en urgence. Ok, bon, ça a rendu un service dans le contexte qu'on a tous connu. Mais maintenant, il est un peu temps de se poser pour remettre toutes les choses à plat et aller vers des solutions plus pérennes et plus stables et avec une qualité et un coût optimisé par rapport aux besoins et aux attentes et non pas toujours, comme on a pu voir peut-être certaines fois dans ces derniers mois, des solutions qui rendaient certes un service mais qui étaient un peu low cost, on va dire, si on dit ça de façon péjorative. Donc, il est le moment, en fait, on a un moment un peu particulier depuis finalement depuis quelques mois, quoi qu'on on a des confinements, reconfinements. La question, effectivement, c'est comment j'analyse l'environnement et comment je me positionne par rapport à tout ça une fois qu'on a fait ce double constat. Alors, je voudrais peut-être pour compléter dire, puisque nous avions hier au FOD, on a parlé à plusieurs reprises du FOD. Hier, c'était le conseil d'administration. Ça relaie le dernier point, une vraie interrogation, non seulement des acteurs dont nous faisons partie, mais des acteurs publics, des institutionnels, qui constatent une prolifération d'offres qui n'a pas toujours le niveau de qualité attendu. C'est pas exclusif. Alors, on focalise beaucoup sur l'offre CPF, notamment l'offre CPF en ligne, mais ce n'est pas que dans l'offre CPF. Il y a aujourd'hui des offres dites à distance et des offres dites multimodales qui ne correspondent pas véritablement à ce qu'on peut attendre d'une offre de formation, à tel point que, on va dire, les acteurs institutionnels s'interrogent sur la nécessité de mettre en place des sortes de critères qualité. Alors bien sûr, je rassure tout le monde, il n'est pas question de faire un Calliope bis, mais c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on pourrait aider les acheteurs et les bénéficiaires peut-être à avoir une grille de lecture plus facile et à s'assurer que la formation à distance sera autre chose que le bricolage qui a pu être proposé et qui pour certains a été reconduit dans une offre catalogue alors qu'au départ ce n'était fait que pour pallier à une situation de crise. Oui, merci Jean-Luc. Donc on va procéder finalement en 3 temps. On va refaire 2-3 constats qui sont issus de l'étude, des enquêtes en ligne qualitatives et quantitatives qui avaient été faits dans le cadre du chantier Digital Learning du FOD. Là. Ensuite, on va revenir sur la chaîne de valeur finalement pour essayer de voir où sont les acteurs, comment ils se positionnent, où se repositionnent. Et puis pour parler après, dans un troisième temps, un peu de stratégie. Donc, allons-y pour finalement continuer un tout petit peu les constats. Là, dans les enquêtes en ligne qu'on avait fait en 2019 puis après 2020 finalement sur les usages, bien entendu l'année dernière en 2020 après les 2 confinements là, ce qui était ressorti très fortement, c'est que 80% des organismes de formation ont basculé
pendant les périodes de confinement en full distanciel. Donc, mais malgré tout, du coup, 20% non. Donc, on peut se poser la question de ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Par rapport à leurs élèves, leurs enseignants, comment dire, leurs apprenants. Et dans le même temps, effectivement, il y avait le FNE Formation qui incitait les acteurs à déployer du distanciel, qui finançait, qui accompagnait. Donc c'était effectivement aussi là un effet d'aubaine pour ceux qui souhaitaient profiter de ce moment-là pour finalement s'outiller si ce n'était pas encore fait et avoir les moyens soit d'acquérir des plateformes, des ressources ou de financer ponctuellement l'accès à ces ressources, à ces moyens. Ou de développer aussi en interne des ressources, on y reviendra tout à l'heure. Donc ça, c'est comment en fait chacun a répondu dans l'urgence. Dans un second temps, on peut regarder finalement quel a été l'impact sur les offres catalogues ou pas des offreurs, c'est-à-dire des organismes de formation, des startups, de tous les gens qui font des produits, des services, des ressources. Eh bien, on a constaté une hybridation des catalogues, puisque effectivement, comme vous voyez les chiffres là, 75% des prestataires ont développé des modalités pédagogiques à distanciel pour faire du mixed learning, enfin, pour mélanger les approches. 57% ont créé des nouvelles formations, 100% à distance. Effectivement, là, il y a eu notamment aussi des gros appels d'offres de Pôle emploi en ce sens, en fait, demandant une mise à distance complète de certaines formations. Donc là, face à ces constats, le FOD avait fait quelques préconisations il y a quelques temps. Là, donc c'était premièrement, investir les nouvelles formes d'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire développer des ressources, des plateformes, etc. Mais ça ne suffit pas. Deuxièmement, repenser l'organisation en interne par rapport aux compétences. En fait, l'idée, c'est pas juste d'avoir des outils, des moyens, il faut aussi que les formateurs ils sachent accompagner tout ça et qu'ils soient dans une nouvelle position qui est plus souvent accompagner un groupe à distance, faire du e-tutorat, c'est complètement différent d'avoir le groupe face à soi. Déjà, pas juste parce qu'on ne voit pas les gens, ou les rythmes sont différents, peut-être des fois les volumes aussi d'apprenants sont différents. Donc il y a un vrai changement de posture pour à la fois les formateurs, les accompagnateurs, ceux qui facilitent, ceux qui accompagnent, mais aussi sur la façon dont on organise tout ça en termes de rythme de formation. Ça, c'était pour l'impact sur les offres. Ce qu'on peut peut-être j'ai presque envie de dire enfoncer le clou sur ce que tu viens de dire sur l'hybridation des catalogues. Ce que l'on a tous constaté, c'est que des dispositifs qui étaient passés à distance pour maintenir la continuité pédagogique en 2020 ont perduré. Je prendrais pour exemple l'offre globale, hein, l'offre d'ensemble des Cariforef sur le territoire national. Et le Cariforef de Normandie en fait partie, qui proposait quelques actions à distance, qui ensuite, en prévision d'un éventuel reconfinement, et ils ont eu, on va dire, le nez creux, comme on dit dans le langage courant, par rapport au deuxième, enfin au confinement, pardon, de la fin d'année 2020, donc ces actions ont été maintenues à distance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on voit bien que les acteurs, les commanditaires au sens large, ont une forte influence sur le développement de l'offre catalogue en matière de formation hybride, puisque la quasi-totalité des appels d'offres qui sont sortis durant le courant de l'année 2020, fin d'année 2020 et début d'année 2021, et encore aujourd'hui sur fin d'année 2021, sont majoritairement demandeurs d'une offre à distance, voire d'une offre pouvant basculer à distance facilement. C'est-à-dire qu'en gros, l'organisme de formation doit avoir prévu les deux modalités. Et en cas de reconfinement, on est capable de maintenir aux mêmes dates avec effectivement de la distance, ou d'une offre multimodale alliant présence et distance. Donc, on va dire que là, la puissance publique au sens large a vraiment incité à ce basculement encore plus rapide et plus fort vers ces offres hybrides. Tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, on peut aussi en rajouter, j'en ai pas parlé tout à l'heure, le fait que ça continue à travers tous les programmes du plan de relance, le DEFINIM, vous avez peut-être entendu parler, notamment un appel d'offres à projet, enfin, de l'État, en fait, qui vise à
qui est doté de 300 millions d'euros pour finalement accompagner la re-engineering de l'offre, la ingénierisation de l'offre, pour accompagner la formation des formateurs, la conduite du changement, mais aussi pour faire en sorte que tous les organismes, finalement les 20% qui avaient des difficultés à basculer pendant ces périodes de confinement, soient dans une meilleure posture si ça se représentait. Même pour vraiment professionnaliser après cette phase de basculement un peu trop rapide peut-être. Donc là, le Définum, on est en plein dedans d'ailleurs en fait. Les appels d'offres sont en cours. Alors, il y a des opportunités et des risques qui ont été. Ça a permis quand même de faire une vraie analyse de ce qui s'est passé et du vécu côté utilisateur et côté organisme de formation, hein. Oui, oui, on avait déjà interrogé en 2019 et puis à nouveau en 2020. Comme toujours, quand il y a des innovations, il y a un peu les deux facettes en fait. On peut voir des côtés opportunités, des côtés risques en fait. Après, selon les acteurs qu'on va interroger, ils vont se focaliser plutôt sur l'un ou plutôt sur l'autre. Mais grosso modo, donc si on liste un peu les opportunités qui reviennent souvent sur le devant de la scène quand on aborde la question avec l'ensemble des acteurs, c'est bien entendu, ça facilite l'accès aux dispositifs de formation pour les utilisateurs, surtout pour quand il y a des problématiques de territoire trop étendu ou de temporalité, où c'est quand même bien de pouvoir accéder à une partie du parcours à distance à certains jours ou même totalement s'il y a une problématique de mobilité ou de planning. Ça facilite l'accès aussi, à condition que, en termes de pédagogie, comment dire, les contenus soient de qualité, qu'en fait aussi ils soient accessibles numériquement, bien entendu, parce qu'en fait après ça peut interroger aussi la question de l'accessibilité numérique, jusqu'où on va dans l'accessibilité des ressources qu'on met en ligne en fait. Ça pousse effectivement à travailler encore plus sur la qualité des contenus, puisque effectivement, avoir des contenus qu'on présente en face à face dans une salle ou les mettre à disposition sur une plateforme de façon massive et laisser les apprenants finalement face à ces contenus, c'est une autre chose en fait. Enfin, ça suppose de travailler beaucoup plus finalement sur le fait d'embarquer la pédagogie dans les ressources. Donc l'optimisation, la gestion du temps, effectivement, je l'ai un petit peu abordé. Donc effectivement, ça donne plus de souplesse dans l'organisation de chacun, en fait, effectivement. Et donc ça peut, dans l'absolu, d'ailleurs aussi limiter peut-être des taux de décrochage de gens qui auraient décroché parce que finalement ils ont du mal à s'adapter au rythme d'un groupe en présentiel ou pour des contraintes horaires ou personnelles. Le digital learning avec tous les contenus en ligne et les plateformes, ou même le mix, en fait, permettre à chacun d'aller revenir autant de fois qu'il veut, quand il veut, aux heures qu'il veut sur les contenus, ça donne plus de souplesse chacun, dans la façon de s'organiser. Et certains acteurs disent que finalement les apprenants sont plus satisfaits. Donc 58% des répondants à l'enquête du FOD là, pensent que le digital learning, en ce sens, par rapport aux 4 points que j'ai listés là rapidement, c'est une vraie opportunité. Néanmoins, d'autres acteurs, 39% là, pensent que c'est aussi un risque en fait. Indépendamment de ces points positifs, ça comporte un certain nombre de risques en fait, notamment, c'est ce qu'on a abordé depuis tout à l'heure en fait. Ça peut générer une vision un peu dégradée de la formation ouverte à distance quand elle est mal mise en place en fait, trop rapidement. Quelque part, comme on a vu des fois, comment dire, on fait que transformer le présentiel avec le face-à-face en un cours en ligne, WebEx par exemple, ou Zoom, où les apprenants ils vont rester pendant 1 heure ou deux derrière un écran, c'est pas non plus très positif, quoi. Et puis, c'est un risque aussi pour certains acteurs, dans le sens où ça remet complètement et ça peut bouleverser l'organisation interne. Donc c'est un vrai changement de mentalité, d'organisation. Donc Sur, c'est compliqué dans certains organismes. sur quel point particulièrement, Loïc, ça a bousculé l'organisation ou ça bouscule encore l'organisation interne de Alors, l'organisation j'ai de plus en formation? tête tous les teams de l'enquête, mais je peux prendre l'exemple de l'AFPA, par exemple, que j'ai bien en tête, en fait. Dans le cadre des offres, par exemple, 100% digital qu'on a mis en place sur certains titres après avoir répondu à l'appel d'offres de Pôle emploi et qui maintenant sont transformés en une offre un peu spécifique aussi qu'on appelle territoire digital. Et ben, en fait, on a segmenté, on a vraiment dissocié deux types de fonctions
par rapport au formateur, en fait, ben, il y a le formateur expert d'un sujet qui intervient à un certain moment précis, du cours. Et on a aussi maintenant une fonction de type formateur accompagnateur qui fait le e-tutorat et qui est là pour aider l'apprenant à prendre en charge la plateforme, les ressources, naviguer sur cet univers, qui fait le support de premier niveau et aide l'apprenant sur des problématiques plus de parcours d'apprentissage non techniques, mais pas du tout sur les questions précises liées au métier ou au contenu en fait. Alors qu'à fond, cette dissociation en deux types de fonctions, finalement, on l'avait pas vraiment. En fait, c'était quelque part, on avait des formateurs ou formatrices qui se débrouillaient bien, qui arrivaient à faire tout ça, quoi, et qui étaient très bons à la fois sur le volet de leur métier, de la pédagogie, mais aussi de comment je l'utilise en une modalité plus distancielle, plus numérique. Aujourd'hui, effectivement, il y a vraiment l'émergence, enfin, d'ailleurs, on n'est pas les seuls à dire ça, en fait, quand on regarde ce qui se passe du côté des universités aussi, en fait, et la formation continue en université et les formations en ligne qui sont mises, il y a aussi l'apparition un peu de nouveaux profils métiers, dont, finalement, tuteurs accompagnateurs ou formateurs tuteurs ou, enfin, qui font plutôt, du coup, du tutorat. Moi, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, dans le chat, on a faisant un zoom, Isabelle nous propose de faire un zoom sur les tuteurs dans les dispositifs intégralement à distance. On sait que certaines structures ont segmenté même l'activité tutorale, hein, avec des tuteurs plutôt sur le champ technique, d'autres sur la pédago, d'autres sur la méthodo. Ça a été le cas, c'est des choses que tu as vu mettre en place aussi au sein de l'AFPA? Oui, enfin, disons, ce qui a été fait à l'AFPA, là aussi, bah, c'est un peu raconté, je crois, dans le livre blanc du FOD. Il y a une page, en fait, on décrit ce qui a été fait à l'AFPA par rapport à tout ça. Notamment, on a mis en place un parcours qu'on appelle talent formateur, qui est dispensé à bah, tous les formateurs qui en expriment le besoin, l'envie, et aussi à tous les nouveaux formateurs qu'on embauche, en fait, pour les aider, d'une part, déjà à prendre en main tous les outils, les plateformes, les ressources, les outils, mais pas juste la plateforme LMS, tous les outils qui sont autour, les outils de classe virtuelle, mais aussi toutes les techniques qui vont avec, c'est quoi les bonnes pratiques pour mettre en place une classe virtuelle, la durée, le timing, comment j'anime et tout ça. Donc on a mis en place ces formations en fait pour aider nos formateurs à progresser sur ces champs-là, pour ceux qui étaient moins à l'aise dans l'usage du numérique et dans l'usage du e-tutorat à distance. D'accord. Alors, on a fait un peu, on est revenu, il y a des choses que les uns et les autres nous connaissions, mais c'est toujours important de se remettre dans le contexte pour mieux comprendre à la fois ce paysage qui compose effectivement, composé de tous les acteurs qui interviennent. Et donc, on voit que avec l'émergence d'une offre de plus en plus importante, il y a certainement des acteurs qui ont toujours existé, il y a des acteurs qui avaient peut-être une place plus ou moins importante. Tu vas nous rappeler peut-être quels sont effectivement, qu'est-ce qui compose aujourd'hui ce que tu appelles la chaîne de valeur, parce que bah, ces acteurs, ils peuvent effectivement avoir des spécialisations dans certains cas. Oui, enfin, pour le coup, c'est pas forcément moi, ça c'est le résultat d'un travail un peu collectif qui a été fait au sein du groupe Digital Learning, là, du FOD. En fait, on a lors de la première, enfin, du premier livre blanc en 2019, on avait formalisé, parce qu'on ne savait pas trop comment orienter le chantier au tout départ, et donc on avait formalisé une chaîne de valeur qui part finalement d'un besoin, au départ, un besoin de formation avec un sujet, des objectifs, une durée, des types de publics, avec à l'autre bout, finalement, un apprenant, un bénéficiaire, un stagiaire, peu importe la personne ou un client, ça, peu importe le nom qu'on lui donne, la personne qui va bénéficier du service. Et donc, entre le besoin et le fait de délivrer ce service pour le client, finalement, il y a un certain nombre de maillons, un certain nombre d'acteurs qui apportent une valeur et ce qu'on appelle une chaîne de valeur, du coup. Enfin, donc, on avait licencié finalement 4 types d'acteurs dans cette chaîne en 2019. Donc, tout d'abord, bah, le premier, c'est le prescripteur, le financeur ou l'acheteur, finalement, qui va exprimer le besoin. Je veux former, je prends un exemple au hasard, 10 plombiers à Valence pendant telle durée pour les amener à tel titre, en fait, par exemple, ou leur amener tel type de compétences. Euh, Ça, c'est sur un sujet précis, ou même plus globalement, je vais mettre en place un plan de formation pour reconvertir tant de personnes qui sont issues d'un plan, par exemple, d'un plan de licenciement dans telle entreprise où il va falloir accompagner n'importe quoi, 1000 personnes sur différents métiers, sur des nouveaux métiers. Et ben, après avoir exprimé ce besoin-là, il y a effectivement une phase plus où on va définir la stratégie, comment on va accompagner ces personnes.
comment on va éventuellement faire un diagnostic, les amener d'un point A à un point B, enfin d'un métier à un autre en fait, ou les amener à telle compétence et construire une stratégie finalement de formation. En fait, effectivement, si on réfléchit à un plan de formation annuel dans une entreprise, c'est exactement la même démarche. Ensuite, le maillon suivant, c'est une fois qu'on a pensé la stratégie, qui on veut former, sur combien de temps, quel volume, pour faire quoi. Finalement, on va construire une partie, on va avoir une partie ingénierie pédagogique, on va vraiment concevoir le synoptique de la formation, le parcours de formation, avec concevoir les ressources, les produire, et après assembler tout ça dans une plateforme, intégrer dans une plateforme, ensuite en 4, on va dire, intégrer tous les contenus produits, le parcours et tout sur une plateforme, l'héberger, la déployer. Et après, effectivement, une fois tout ça est fait, on va pouvoir comment dire, offrir ou diffuser le service, quel que soit le taux de mix modalité, d'ailleurs, soit du 100% à distance ou un mix 50-50 présentiel, distanciel. Et en transverse, effectivement, de bout en bout, on a la qualité et l'évaluation. Donc, l'idée de reposer cette chaîne de valeur, l'intérêt principal, c'est aussi surtout de se dire, finalement, où sont les acteurs aujourd'hui qui travaillent avec nous, ou qui nous aident, ou avec qui on peut interagir, en fait, quand on doit rendre un service ou dispenser une formation à différents types de publics. Eh bien, ce qu'on se disait en se préparant ce webinaire avec Christophe et Jean-Luc, c'est historiquement, depuis longtemps, on constatait beaucoup de prestataires, d'offreurs, de start-up, de headtech, peu importe les noms qu'on leur donne, dans le maillon 3, finalement, dans la production de ressources ou la fourniture de plateformes, d'outils de conception, de scénarisation, voire des sociétés. On avait beaucoup de sociétés qui accompagnaient, qui pouvaient nous accompagner pour construire des parcours, des ressources. Et un peu moins sur l'amont et l'aval, puisque l'amont et l'aval, c'est plutôt souvent le client qui l'exprime. Et en fait, finalement, ces derniers temps, on peut observer plus que les offreurs, enfin les gens sur le marché, tendent à vouloir se positionner sur toute la chaîne, c'est-à-dire vous accompagner aussi dans la construction de votre stratégie de formation, voire vous accompagner sur l'intégration, l'hébergement, le déploiement, voire c'est vrai qu'il y a aussi même par exemple certains acteurs qui sont exclusivement sur le dernier maillon, là, comme par exemple les hébergeurs comme France Université Numérique, qui sont principalement sur l'intégration, l'hébergement, le déploiement, même s'ils accompagnent les concepteurs de MOOC. Et bon, peut-être qu'à la limite, le maillon 1, comment dire, la prescription, l'achat, le financement, quoique, je pense qu'il y a quand même des acteurs qui accompagnent aussi les OPCO dans leur réflexion. Je pense pas, je suis sûr, sur la prescription, sur l'orientation de leur marché, leurs appels d'offres, je pense. Oui, c'est ça, sur les modalités à la fois les modalités d'achat et puis justement les cahiers des charges, de la commande. On le voit également auprès des structures privées, hein, c'est-à-dire que on voit de plus en plus des appels d'offres ou des consultations, et si ce ne sont pas des organismes publics ou parapublics, qui vont non pas demander simplement des modules de formation dans tel domaine, mais vont demander à avoir une prestation beaucoup plus globale avec notamment peut-être une partie même d'audit, d'analyse en amont de l'élaboration pour les aider donc du coup à élaborer aussi ce cahier des charges. Une recherche de co-construction peut-être plus importante que l'achat de ressources qui a prévalu pendant quand même beaucoup d'années, quoi, hein. Et ce qui a fait l'essor d'un certain nombre d'acteurs de la production multimédia. Donc, dans l'ensemble de ces acteurs dont on est en train de parler, on va faire un focus sur les EdTech, puisque beaucoup de gens en parlent. Et on n'est pas forcément toujours au fait de ce qu'il y a derrière. Donc, en fait, en préparant le webinaire à l'appareil, j'ai demandé à Yannick Raffnet d'EdTech France de me donner un certain nombre de chiffres et je le remercie. Il m'a donné ce visuel. On voit bien qu'en fait, finalement, c'est un secteur qui est en pleine explosion, puisque vous devez lire, comme nous tous, aussi régulièrement les annonces de levée de fonds de ces sociétés qui sont de plus en plus importantes et fréquentes et plus grosses. Donc, je disais aussi avec Jean-Luc qu'il y a un certain nombre certaines de ces entreprises qui sont sur le bassin, sur le territoire normand. Moi, je ne les ai pas moins en tête que vous, je pense que vous devez les connaître. Oui, donc il y a un cluster, alors même si le terme de cluster a tendance à être un peu mis de côté aujourd'hui, mais il avait un sens il y a encore 2 ans, un cluster d'entreprises, hein,
qui est EdTech Normandie, qui bien sûr est rattachée, est une émanation ou une association qui bien sûr est en lien avec EdTech France. Et qui donc va permettre de mettre en avant cette offre-là, quoi. C'est avoir de la visibilité et puis aussi pouvoir travailler en collaboration parce que peut-être une des grandes particularités de ces entreprises comparativement à d'autres, c'est qu'il y a une logique un petit peu de communauté qui fait que on recherche, les entreprises cherchent à avancer ensemble, même si elles sont concurrentes dans certains cas, mais à avancer ensemble sur pas mal de choses. Voilà, que je vois que Christophe nous a mis en plus le lien d'EdTech Normandie dans le chat. Donc là, vous y retrouverez tous les acteurs des EdTech de la région. Merci Christophe. Peut-être aussi Certaines, on peut peut-être dire quand même, hein, parce que je crois que c'était dans la dernière enquête enfin la dernière étude de marché de EdTech France, justement, l'étude de Parthénon, là, de Ernst Young Parthénon, pendant la période de crise, certaines se sont fortement développées. On comprend pourquoi, hein. Je dirais, elles ont eu l'occasion effectivement de vendre des services en plus, de vendre des produits en plus. Et puis pour d'autres, ça a été beaucoup plus difficile et certaines ont disparu paradoxalement pendant cette période-là où ont vécu tout du moins des passages très très difficiles. Notamment celles qui avaient développé plutôt des outils et des produits, des solutions à destination de l'animation en salle de cours. Et bien évidemment, plus de salles de cours, donc plus de raison d'être pour le développement de ces outils-là, ou qui nécessitaient des procédures d'achat de marché public longues, complexes, et qui du coup ne répondaient pas à la demande, quoi. Donc voilà, il y a aussi des paradoxes. Il ne faut pas croire que dans les 500 entreprises EdTech françaises ont toutes multiplié leur chiffre d'affaires par 10 dans la période passée, hein. C'est loin d'être le cas. Et peut-être un autre point à souligner, qui est un peu nouveau, je trouve, c'est que historiquement, enfin, que ce soit des startups ou même des sociétés, on avait souvent un cloisonnement entre, comment dire, l'enseignement scolaire, primaire, secondaire et la formation professionnelle. Là, en fait, moi, ce que je constate, enfin, ce à quoi je pense à l'instant, c'est que de plus en plus de ces sociétés un peu nouvelles, en fait, elles font exploser ces barrières et finalement, elles sont souvent présentes dans un ou deux ou trois de ces segments qui sont en bas là. Si on prend un ou deux exemples, France Université Numérique, dont la naissance était surtout d'abord être un hébergeur pour toutes les formations, un champ de visibilité, tous les universités françaises, les écoles françaises, c'est ensuite étendu sur le côté formation pro et même entreprise privée, soit en marque blanche, par exemple, comme ils ont fait pour l'ADEME, puisqu'ils ont aidé l'ADEME à monter sa propre plateforme de MOOC en marque blanche, soit en intégrant aussi éventuellement des MOOC pour le compte d'OPCO, d'une part, voilà, et sinon, qu'est-ce qu'on peut prendre comme autre exemple, en fait? Effectivement, après, il y a des acteurs comme, par exemple, si on bon, là, je prends les plus célèbres et les plus connus, mais Open Classroom, qui était plutôt, sur le côté, initialement, quand c'était le site du zéro, quelque part, le côté un peu scolaire, j'apprends à coder, et cetera, un peu geek, en fait, et qui de progressivement, au fil de son extension, non seulement a changé de nom, mais s'est étendu, très fortement maintenant sur l'enseignement supérieur et sur la formation pro. C'est-à-dire, il y a des liens de plus en plus étroits avec, des écoles d'ingénieurs, des universités pour, éventuellement avoir une caution, une garantie d'un diplôme indépendamment et en plus d'un parcours en ligne, mais aussi avec le monde de la formation professionnelle parce qu'effectivement sur certains métiers, on ne peut pas tout faire en ligne, hein, faut quand même bien pratiquer sur un plateau technique. Donc, c'est là où ça prend tout son sens de s'allier avec, quelque part des acteurs historiques du monde, comme à l'époque qu'on disait la révolution Internet, brick and mortar, quoi. Je sais pas, il y a un peu des alliances et des transversalités qui se mettent en place et c'est bien d'ailleurs. On peut Il y a des vrais, là, il y a des vrais mouvements aussi, hein, et ce qui explique aussi la porosité entre les secteurs là, que tu as mis à l'écran, c'est qu'il y a aussi des fusions d'entreprises qui étaient sur des champs différents et qui du coup vont pouvoir adresser deux ou trois, ou les trois champs que l'on voit là. Et puis ce que l'on constate aussi, hein, tu l'as vu, ce sont des entreprises, on va dire plutôt de l'économie
la formation traditionnelle qui intègre, de manière à aller plus vite ou aller sur d'autres secteurs, qui intègrent des EdTech, qui rachètent des EdTech, qui les prennent dans leur giron. Alors c'est plutôt sur les entreprises privées, bien évidemment. Tout comme on a vu aussi des entreprises EdTech être en fait des émanations d'entreprises de formation plus traditionnelles. Donc là, ça se fait dans les deux sens, mais je dirais ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les formes de rapprochement qui permettent de se positionner, alors non seulement sur des marchés différents, scolaires, formation professionnelle ou enseignement supérieur, mais fait nouveau pour des entreprises de formation françaises, enfin, visant le secteur de la formation, c'est le positionnement à l'international. Les organismes de formation ayant une activité à l'international étaient jusqu'à présent très faibles quand même. Ouais, c'est vrai. Après, il y a la course à la taille critique. Peut-être donner un troisième exemple là qui me vient à l'instant là. J'avais plus en tête tout à l'heure là, mais il y a une sorte aussi de décloisonnement avec des accords finalement de coopération. Je prends un exemple de ce qui a été fait à l'AFPA là. Où, en fait, par exemple, sur le sujet du CLEA, en fait, on avait nous des offres traditionnelles en présentiel sur les différents référentiels de compétences CLEA, comme beaucoup d'acteurs en mettent en place. En fait. On avait commencé à digitaliser tout ça à travers nos plateformes et autres. Et puis, dans le cadre d'un partenariat, en fait, on a construit un partenariat à trois, en fait, avec d'une part la Poste qui dispose d'une implantation territoriale sur tout le territoire français à travers des milliers de bureaux de poste, et en fait une start-up qui s'appelle DigiSchool, en fait, pour mettre en place un produit clé à Num, qu'on peut dispenser sur tout le territoire au-delà de nos centres, nous, en fait, avec nos formateurs, et aussi à travers une application dont on a une version aussi gratuite et en ligne qui est sur les stores gratuitement. Donc voilà, c'est l'exemple, un autre exemple comme quoi en fait il y a une sorte de décloisonnement avec on va dire des startups qui peuvent amener une agilité que les acteurs traditionnels n'ont pas forcément en fait, qui va être complètement complémentaire avec une offre d'accompagnement d'un acteur historique et une offre d'implantation territoriale d'une entreprise qui est basée partout en France, quoi. Pour un autre exemple. En fait. Donc, si on passe à la suite, ça c'est aussi une planche qui est issue de l'étude du FOD 2020. On peut se poser la question de, OK, ben, il y a plein d'acteurs, ils ont plein d'offres, plein de produits, plein de plateformes, de ressources ou des offres d'accompagnement. Est-ce que ça match ou pas? Enfin, comment ça match ou pas avec les attentes du marché? Donc, on interroge les deux versants du marché, si on peut dire. Et ben, les prestataires de formation, les offreurs, en fait, ils sont 93% à dire qu'ils ont tous engagé le chemin. Ils ont une ou plusieurs offres partiellement ou totalement digitalisées. Et puis de l'autre côté, en fait, les employeurs, les demandeurs, employeurs privés, les financeurs, les OPCO, les pôles emploi et autres, en fait, ils sont 89% à attendre et à chercher ou à vouloir acheter des prestations tout partie digitalisées, multimodales. Donc, on peut se dire que tout ça, c'est à peu près en phase. Donc un équilibre, mais est-ce que finalement, pour faire le lien avec ce qu'on évoquait tout au début, est-ce Oui. que l'offre des prestataires de formation est aujourd'hui à la hauteur de ce que les acteurs, enfin les donneurs d'ordre ou les employeurs attendent en matière de formation? Oui, on peut faire une réponse de Normand, là, typiquement. Oui et non, ça dépend un peu des cas de figure. Il y a des très beaux exemples d'offres en fait, qui sont vraiment à la hauteur des attentes du marché. En fait, là, j'en ai pas forcément spécifiquement en tête. Enfin, j'ai déjà cité des choses en amont. Hein. Et mais d'un autre côté, à l'extrême inverse, il y a aussi beaucoup de déclarations d'intention, de déclarations, on va dire, plus marketing, d'opérateurs qui disent voilà, ça y est, on a digitalisé 50% de notre catalogue, etc. Mais quand on regarde, souvent, des fois, c'est principalement des ressources assez simples et traditionnelles avec la vidéo et des quiz. C'est pas ce que moi j'appelle une offre bien digitalisée, avec un faible niveau d'accompagnement. Donc voilà, enfin, entre ce qu'on annonce et ce qui est affiché, et puis après, des fois, la réalité, c'est un peu différent. Donc il faut être un peu mitigé, il ne faut pas non plus être trop positif ou trop optimiste. Il faut être circonspect quand on regarde les offres. D'où la nécessité, effectivement, enfin, pour les acheteurs et les bénéficiaires de pouvoir disposer de quelques clés de lecture Oui. par rapport aux propositions qui peuvent leur être faites, quoi, hein, c'est ça? Oui, c'est pour ça que du coup, les offreurs, les offreurs et les acheteurs, ils disent OK, bah d'accord, nous on est prêt à prescrire, on ne veut plus forcément acheter que du présentiel, on est prêt à acheter du multimodal, voire du distanciel, mais
on a un besoin, enfin, ils expriment différents besoins. En fait, déjà, des fois, souvent, ils ont besoin d'être sensibilisés plus, de mieux connaître les tenants, les aboutissants des avantages, des inconvénients, des limites, des points positifs et ou négatifs du digital learning. Donc, ils veulent savoir ce qu'ils achètent, plus précisément, pour dire clairement les choses. Mm. Ils ont besoin de points de repère ou d'éclairage sur c'est quoi les modalités d'animation en digital par rapport au traditionnel, quels sont les outils qu'on peut utiliser. Et puis des fois aussi, ils ont peut-être un besoin d'accompagnement. Enfin, ils ont exprimé un besoin d'accompagnement financier, c'est-à-dire effectivement un plan de formation multimodal. Comment dire, ça se monte pas forcément mécaniquement de la même façon qu'en fait. Les clés centres de coût sont pas forcément tous au même endroit. C'est pas juste j'ai une salle que je réserve et puis un formateur que je paye. C'est effectivement il y a les coûts des plateformes, des ressources, les coûts d'animation. Enfin, souvent les coûts d'animation et d'accompagnement qu'on peut avoir peut-être tendance à oublier, puis qui peuvent être très à géométrie variable, hein, selon le niveau d'autonomie des apprenants qu'on a, et puis la qualité de service qu'on veut offrir, la qualité d'accompagnement. Certes, tout ça, ça va être décrit dans les plans de formation et tout ça, c'est censé être décrit depuis qu'on est calliopisé, on va dire, mais en Et fait, donc, après, la qualité de ce qu'on offre peut être très, très, très variable. comme tu le mentionnes là sur la diapo, malgré, on va dire, une demande forte et des prestataires de formation qui se mobilisent pour répondre à la demande, il y a des besoins d'accompagnement et des besoins de montée en compétences qui sont encore forts chez les uns et chez les autres d'ailleurs. Oui, oui, pas juste pour faire les parcours, construire les parcours, les ressources, bien entendu, c'est aussi, comme on l'a vu tout à l'heure sur le maillon, là, le maillon 2, là, pour aider à construire une stratégie, une stratégie de formation en mixte modalité, ça, c'est pas tout à fait la même chose qu'une stratégie de formation en full présentiel. Donc ça, d'ailleurs, Jean-Luc, tu le sais très bien, parce que je crois que tu as beaucoup de missions sur ce champ-là en entreprise. Voilà, c'était pas le seul, je pense qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui accompagnent aussi on va dire plus certaines entreprises qui sont venues un peu plus tardivement à basculer dans une stratégie digital learning. Et c'est aussi un constat, puisque nous sommes Loïc et moi l'un et l'autre au bureau du FOD, c'est un constat que l'on fait aussi de la demande qui remonte et du positionnement de structures, alors comme l'association qui est le FOD ou comme peut l'être également Communautique, puisqu'on a à la fois des structures de formation très avancées, hein, comme l'AFPA, qui expérimente, enfin plus qu'expérimente, déploie depuis de nombreuses années toutes sortes de dispositifs parmi les plus innovants, hein, ne serait-ce que si on rappelle le premier MOOC de l'AFPA, qui quand même a été dans les premiers à être d'une très grande audience sur le territoire français. Et puis à côté de ça, on voit arriver dans ces structures, qu'elles soient associatives ou pas, des acteurs qui viennent chercher vraiment des éléments de base, de la formation de base pour s'y retrouver. Ce qu'on essaie de faire à travers ce webinaire aujourd'hui, aussi donner un petit peu des clés de compréhension du marché. Il y a vraiment un besoin d'organismes de formation qui aujourd'hui sont dans la petite flèche verte des 93% qui sont prêts à se mobiliser ou qui se mobilisent, mais pour lesquels il leur manque aussi, on va dire, des éléments de compréhension de base, hein. Alors je fais le lien avec le parcours, les fondamentaux de la multimodalité, donc qui est un parcours en ligne qui a été mis en ligne, enfin un parcours pardon qui a été mis en ligne cette année par Communautique, qui vise justement à permettre à ceux qui démarrent, qu'ils soient formateurs, responsables pédagogiques ou dirigeants d'organismes de formation, à comprendre quels sont, on va dire, les composants, à quoi ça sert et quelles sont les choses à ne pas oublier en fait quand on commence à se lancer dans ces projets-là, hein. On le constate, et j'imagine, même dans une grande maison comme l'AFPA, on ne peut pas considérer que tous les intervenants, que tous les personnels de l'AFPA ont aussi le même niveau de maîtrise, de connaissance et de capacité à développer de tels outils. Bah oui, c'est sûr. Alors, justement, on voulait parler, juste pour aider à passer ce cap, hein, et aider les organismes de formation aussi à mieux prendre, j'ai envie de dire, le train en marche. On voulait juste faire un petit focus pour ne pas perdre de vue qu'aujourd'hui, euh, nous sommes beaucoup à considérer qu'on a une fenêtre de tir de 3 ans à peu près. Alors pourquoi ces 3 ans? Parce que ça correspond pour beaucoup à des appels à projets, à des budgets, à on va dire des grands plans de développement qui ont été décidés, hein, par
conseil d'administration ou par l'État en l'occurrence. Aujourd'hui, il y a, on va dire, en fonction bien évidemment de l'OPCO, de le ou les OPCO avec lesquels vous travaillez, en fonction des réseaux qui peuvent vous permettre de bénéficier ou de répondre à des appels à projets du Haut Commissariat aux compétences, hein, par exemple, dans le cadre du dispositif de relance. Euh, Olivier parlait tout à l'heure donc de l'appel à projet Definum, hein, qui nécessite d'être en groupement, en consortium et d'avoir un projet d'une certaine envergure. Il y a aussi les accompagnements qui peuvent être proposés, comme c'est le cas en Normandie, avec le dispositif d'appui conseil et le dispositif Innov Formation, qui accompagne le développement de ce type de projet, le développement de la modernisation de l'offre de formation. Au-delà de simplement la digitalisation de la formation, c'est vraiment une volonté d'accompagner la modernisation et la transformation de l'offre de formation, de l'organisme de formation et du territoire. Et puis donc les OPCO qui ont un certain nombre de dispositifs d'accompagnement également. Donc on voit qu'il y a aujourd'hui, c'est peut-être même trop, je ne sais pas. Dans tous les cas, ça nécessite de se repérer un petit peu dans quels sont les leviers en fait à utiliser pour accélérer et surtout construire une offre en ayant repris, on le verra un petit peu plus tard, tous les éléments sur lesquels aujourd'hui, enfin tous les champs sur lesquels aujourd'hui les entreprises peuvent se positionner dans cette, cet écosystème du digital learning. Ouais, on est vraiment dans un champ d'opportunité là, pour le coup. Les 51, on va essayer d'accélérer pour les planches qui restent là, il en reste 2-3 là. Il y a les 2 planches suivantes, sont aussi issues de l'étude du FOD là, donc peut-être juste 2 mots sur celle-ci. On a voulu faire un baromètre des modalités pédagogiques et technologiques, à la fois pour former et ou pour accompagner. Donc, vous voyez là, je ne vais pas lire toutes les modalités qui sont listées là, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, avec effectivement en 2020, les périodes de confinement, la classe virtuelle, tout ce qui est l'accompagnement à distance, la classe virtuelle et capsules vidéo notamment, en fait, a fortement augmenté. Et après, on retrouve bon, un peu tout ce que vous connaissez, les MOOC, les mobile learning, le serious game et autres. Et peut-être un peu plus surprenant, c'est l'intérêt marqué, de plus en plus marqué pour ce qu'on certains appellent l'adaptative learning. Alors qu'en fait, quand on regarde dans les produits, aujourd'hui, peu de produits intègrent des mécanismes d'intelligence artificielle qui sont un peu indispensables pour vraiment avoir une personnalisation très fine et une adaptation au fil de la progression de l'apprenant. Donc, c'est surprenant, quoi. Bon. Et après, sur les modalités ou les outils plutôt pour faire du e-tutorat, bien entendu, effectivement, bon, là, on a le tiercé gagnant, en fait, avec les outils de classe virtuelle, et puis surtout, même le mail et le téléphone, Skype, en fait, qui est revenu en force en 2020. On voit que ça reprend 78% et 50% des gens qui disent utiliser ces outils. C'est ce que je voulais souligner. Et sinon, la planche suivante, c'était un focus sur la question des ressources, finalement. Comment en fait les organismes de formation qui construisent des offres ou même les entreprises qui ont leur propre plateforme, qui construisent des parcours, comment elles sourcent donc leurs ressources finalement. Donc on a un comparatif 2019-2020. On voit que toujours pareil avec, enfin je ne sais pas si c'est lié au Covid ou pas, mais en fait bon an mal an, de fil en aiguille, d'année en année, on a l'impression que l'achat de ressources externes est en diminution. Que ce soit des ressources externes sur étagère, standardisées ou sur mesure. Et dans le même temps, on a une progression assez importante des ressources produites en interne par les experts, mais aussi des ressources, ça c'est continu, mais certains, et des ressources gratuites, l'utilisation de ressources gratuites. C'est 2 choses qu'on peut souligner en fait. 88% effectivement des entreprises, des organismes disent créer leurs propres ressources en interne. Bon, c'est peut-être certainement souvent sur des champs métiers hyper pointus où effectivement ils ont leurs propres experts sur ces métiers-là. Et finalement, leur seule aide externe qu'ils pourraient avoir, ce serait uniquement pour médiatiser, sachant que la connaissance est chez eux. Et voilà. Donc vous avez là Donc aussi une, des préconisations du FOD, en fait, peut-être juste pour en dire un mot ou deux, effectivement, au-delà de toutes les ressources qu'on peut acheter, créer, etc., ce qui compte le plus, effectivement, enfin ça c'est le plus bon point de vue d'ailleurs, en fait, je suis entièrement d'accord avec ça, c'est pour varier, mixer les activités pédagogiques pour maintenir l'attention, éviter qu'il y ait un effet de lassitude
On peut avoir les plus belles vidéos du monde qui sont hyper bien faites, avec de la pédagogie embarquée et des quiz hyper interactifs, hyper sympas. Il n'y a que ça, bon, il y aura une sorte d'effet redondance et lassitude des apprenants. C'est bien de mixer avec d'autres modalités, d'autres activités, des défis, des concours, des rencontres même plus régulières, même en virtuel, en fait, pour varier un peu l'animation. Et puis aussi, là, le deuxième point, là, c'est d'ailleurs, en fait, effectivement, c'est ce que font certains OF. En fait, ça dépend aussi de la taille des moyens qu'on a, mais je vous parlais tout à l'heure de talents formateurs. Effectivement, l'AFPA, par exemple, a mis en place une cellule spécifique pour accompagner les formateurs à la mise en œuvre de toutes ces nouvelles modalités pédagogiques. En fait, c'était fait avant, mais de façon un peu plus empirique. Là, ça s'est mis en place de façon beaucoup plus industrielle, systématique. Et puis, le troisième point, effectivement, c'est plus, c'est issu aussi. Quand on a des fortes communautés d'apprenants en ligne, c'est dommage de pas utiliser l'intelligence collective en fait que ça peut représenter. Il ne faut pas hésiter à solliciter la communauté des apprenants pour amener de la richesse et aussi pour participer à la production de ressources en fait. Beaucoup de gens en font. Un autre exemple qu'on peut prendre qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, moi je suis toujours admiratif de voir ce qui se passe dans le MOOC gestion de projet de Rémi Bachelet, c'est la façon qu'il peut impliquer à la fois une équipe d'animation autour de lui, mais aussi de tous les participants dans la création de projets et de contenus à travers ces MOOC. C'est assez captivant, on va dire. Et voilà, bien entendu, j'en viens des points qui sont un peu évidents, je ne vais pas le relire. Pardon, donc en fait, peut-être terminé. Jean-Luc. Oui, alors si vous avez encore en tête le schéma avec un petit peu les mêmes couleurs et les mêmes formes que Loïc a présenté au début, qui étaient les 4 maillons principaux de la chaîne de valeur, voilà, donc c'était celui-ci où on avait effectivement, on pouvait, il y a encore assez récemment, bien positionner les acteurs. Loïc nous disait que de plus en plus d'acteurs du digital learning en fait sont présents sur, alors peut-être pas le premier maillon, mais sur les maillons 2, 3, 2, 3 et 4. Et ce que l'on a cherché à faire avec ce dernier schéma, c'est de se dire effectivement, en reprenant quels sont ces acteurs-là, l'organisme de formation face à cette nouvelle chaîne de valeur, de quoi est-ce qu'il a besoin? Enfin, quel est son rapport finalement? Quels sont ses rapports avec cette chaîne de valeur? D'une part, si on prend la première tout à gauche, il a toujours effectivement des rapports avec les prescripteurs, avec les acheteurs institutionnels ou privés, mais il y a un nouvel élément qui est arrivé il y a quelques années, qui est de plus en plus important, qui est le nouvel acheteur, qui est le particulier. Alors, spécifiquement avec le compte personnel de formation, là on a un effet d'amplification qui a été vraiment marqué, mais on avait constaté ces dernières années, malgré tout, un acheteur individuel qui prenait une part de plus en plus importante. Donc ça va avoir un impact sur la partie centrale de ce schéma, qui est de développer quelque chose qui n'existait pas beaucoup, voire pas du tout dans certains organismes de formation, qui est la fonction marketing-vente. Parce que quand on est sur le marché public, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de la vente, mais on répond à des appels d'offres. Quand on était dans le monde de l'apprentissage, on n'était pas du tout sur ce champ-là, puisque effectivement on était conditionné aux ouvertures de sections par le conseil régional. Alors qu'aujourd'hui, quels que soient vos modes de financement, il faut aller capter ce public, soit pour leur vendre quelque chose, soit pour les faire venir dans les formations, même si ces formations sont déjà rémunérées. Donc il y a toujours de la recherche et développement, il y a toujours de la production de nouveaux services, mais par contre, il y aura certainement de nouveaux services qui n'existaient pas. Et il y a surtout cette nouvelle fonction qui est de comprendre le marché, de communiquer avec le marché. Et donc toute la communication, qu'elle soit digitale ou pas, toutes les modalités de captation des publics sont des fonctions nouvelles que l'organisme de formation doit intégrer. Là-dessus, il pourra donc, partie droite de ce schéma, se faire accompagner, très certainement, il aura besoin de se faire accompagner sur des champs qui ne sont pas ces champs, on va dire, d'expertise traditionnelle, notamment la réflexion sur la stratégie, sur aussi quelles sont les modalités de production des contenus. Loïc nous disait à l'instant qu'effectivement, une part de plus en plus importante de création de contenu en interne. On ne s'invente pas effectivement créateur de contenu numérique. Ça veut dire qu'il va falloir être aussi accompagné et qu'il y a des modalités, qu'il y a des modèles économiques aussi de production de contenu, qu'ils soient internes ou externes.
et en termes d'ingénierie pédagogique multimodale, bien évidemment. Je vois justement que Riyad réagit dans le chat par rapport à cette fonction marketing-vente dont je parlais à l'instant, et vous nous dites qu'ils ne sont pas forcément formés à cela, de l'autre, des professionnels sans doute plus aguerris, plus agressifs. Oui, parce et notamment c'est peut-être la particularité des EdTech ou des entreprises les plus jeunes, des startups dont Loïc parlait tout à l'heure, qui ont des approches et on voit arriver des personnes qui changent un peu dans le paysage, parce que ce ne sont pas assez souvent, je ne veux pas caricaturer, mais ce ne sont pas des professionnels du secteur éducatif, mais par contre ils ont effectivement, ils connaissent les clés, ils connaissent les rouages effectivement du commercial et du marketing et de mettre en avant effectivement des produits qui, eux, ont été conçus bien souvent par des experts des sciences de l'éducation, de l'intelligence artificielle et autres choses. Et donc, c'est d'autant plus intéressant de voir comment se positionner par rapport à des entreprises qui ont l'habitude d'aller vendre leurs produits, alors que les organismes de formation avaient, pour certains, plutôt tendance à attendre qu'on vienne acheter en fait leur offre de formation. Deux choses par rapport à ça. Effectivement, Christophe nous a pointé dans le chat un article très intéressant qui vient d'être publié sur Communautique sur justement les nouveaux modèles économiques des organismes de formation, avec un certain nombre d'interviews tout aussi intéressantes et passionnantes les unes que les autres. Euh, et aussi, donc, ces, ces nouvelles formations nécessitent de nouvelles compétences, comme le dit Riyad, il y a des nouvelles compétences. Alors, soit elles sont externalisées, on va chercher un prestataire externe pour faire sa communication, soit on va devoir effectivement développer ces compétences-là. Ce que l'on constate, nous, sur un champ un petit peu plus large, c'est que les personnes qui véritablement développent des activités commerce, vente et surtout marketing et communication, notamment dans ces nouveaux métiers de community manager, sont assez rarement des personnes internes. On va chercher quand même des compétences à l'extérieur et on les internalise dans l'entreprise de formation. Parce qu'on n'a pas les ressorts forcément et les connaissances de base qui permettent de le faire dans de bonnes conditions. Peut-être quelques derniers commentaires, dernières questions. Et Loïc nous présente en même temps justement quelles sont les publications qui peuvent vous aider à comprendre encore un peu mieux cet environnement, cet écosystème du digital learning. Je te laisse nous présenter les différentes publications du FOD. Je rappelle le forum des acteurs de la formation digitale qui publie Oui, merci régulièrement Jean-Luc. ces livres blancs. Enfin, après, tu les connais aussi bien que moi, je crois. Effectivement, il y a plusieurs groupes de travail en fait, au FOD en fait, qui travaillent toute l'année et année après année sur ces thématiques-là. Donc, effectivement, il y en a un que tu animes, Jean-Luc, sur les plateformes LMS. Je crois que vous êtes dans la 8e ou 9e édition. Là. Donc, voilà, dont le guide sort chaque année au mois de janvier, fin janvier, là, à l'occasion d'un Voilà, salon ça à Paris. permet de comprendre quels sont les outils, et particulièrement l'outil principal, souvent, qui est la plateforme de téléformation. Ouais. Avec un comparatif de ce qui est en open source et de ce qui est en plateforme plus propriétaire. Et avec un focus, et ce qui est intéressant, c'est que chaque année, il y a aussi un focus un peu sur une thématique un peu nouvelle et différente. Donc cette année, là, c'était sur l'accessibilité numérique dans les plateformes. Voilà, et donc Sur la là, prochaine. en janvier, vous connaîtrez tout, enfin, vous saurez faire bonne figure en société en sachant distinguer ce qu'est un LMS, un LRS, un LCMS, un TMS, etc., etc. Et je Ensuite, rappelle aussi, ouais. je rappelle, pardon, aussi le guide du FOD qui est paru en septembre, sur la structuration des coûts de la multimodalité. Ah, tout à fait, il faudrait qu'on le Que rajoute. je trouve, alors que j'ai mis tout à l'heure dans le chat et que vous pouvez retrouver sur ce Communautique, mais aussi bien sûr sur le FOD, que je trouve vraiment très intéressant parce qu'il reprend justement un peu tous les paramètres que tu as pu donner tout à l'heure, Loïc, sur voilà, sur l'amont, le pendant, l'aval, qu'est-ce qu'il y a dans une formation qu'il n'y avait pas, qu'est-ce qu'il faut prendre en charge aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut compter comme coût aujourd'hui qu'on n'avait pas forcément avant, qu'est-ce qui coûte cher, qu'est-ce qui coûte pas cher, etc., etc. C'est vraiment très intéressant. C'est vrai que les structures de coûts sont en train d'évoluer. Et puis, Oui, oui. c'est vrai qu'après, le guide au milieu, là, du coup, c'est le guide qui était issu de l'Observatoire du Digital Learning du FOD. Donc, on en a fait 2 éditions, là.
L'objectif là, c'est un peu différent. C'est plus d'avoir une vision. La première, on l'a appelé vision à 360, c'est-à-dire d'interroger vraiment l'ensemble des acteurs de l'écosystème, à la fois ceux qui achètent, financent, commandent, ceux qui produisent, dispensent, enfin, avec une logique de marché à deux versants, comme je dis un peu dans la présentation. C'est d'un côté, il y a des gens qui ont des besoins, des attentes, qui veulent acheter des produits, on va dire, donc les entreprises, les OPCO, les financeurs, les pôles emploi et autres, la puissance publique. Et en face, derrière, il y a des gens qui font des offres, en fait, et donc, que ce soit des organismes de formation traditionnels ou plus au goût du jour, et puis aussi des entreprises comme des tech, des startups et autres. L'idée, c'était de voir. Et aussi, il y a aussi les universités qui sont un peu aussi dans tout ça, les formations, on va dire les directions de formation continue de l'université, un peu. C'est tous ces acteurs-là qu'on a interrogés, en fait, déjà deux fois, de façon quantitative en ligne, par une enquête en ligne, en fait, et puis par une qualitative avec des entretiens semi-directifs, en fait. Et il a donné lieu à la rédaction de ce livre blanc. C'est à chaque fois plus de 400 acteurs à interroger, en fait. 400 la première année et 450 quasiment. Et puis le troisième guide des formations multimodales, là, je le connais un petit peu moins bien, mais je pense qu'il est plutôt sur le volet juridique, en fait, je crois. On est plutôt sur le juridique, comment particulièrement enfin, sur la Ouais. formation, les formations qui rentrent dans le cadre du plan de développement des compétences, mais pas que, hein, puisque ça peut concerner également les formations par apprentissage, enfin, les formations d'alternance au sens large. Comment aujourd'hui, c'est une vraie question, comment attester de façon à être sûr d'être en règle hein, par rapport aux exigences des différents financeurs, que peuvent être les financeurs publics ou les financeurs des OPCO, hein, pardon. Et donc, de façon à se mettre dans les bonnes conditions, il y a tout un ensemble de processus à imaginer, hein. Il ne s'agit pas de simplement savoir qu'il faut collecter. Après, il faut mettre en place des processus de collecte de manière à être dans des conditions les plus sereines le jour où on a un contrôle de la directe, par exemple. C'est plus la directe, mais ça fait rien. Bien, je crois qu'on arrive au bout. Je ne vois pas d'autres questions, sauf si Christophe, toi, tu avais peut-être une question à Loïc. Eh bien, même pas. Même pas. Moi, Même pas. je retiens de la fin de la discussion quelque chose qui est quand même très, je ne vais pas dire que ça résume tout le propos que Loïc vient de dérouler et qui a été, à mon avis, de mon point de vue, très éclairant et qui nous a bien fait comprendre aussi cette mutation annoncée dans le titre. C'est le mot de marché. Il y a encore quelques années, en matière de formation, alors j'ai envie de dire on n'osait pas, mais presque on n'avait pas le droit de parler de marché. La formation, c'était pas un marché, c'était un peu comme la santé. Vous savez, la santé, ça n'a pas de prix, la santé, c'est pas un marché, c'est un service. Voilà. Aujourd'hui, on a un vrai marché. Alors, bien sûr, ça a été complètement marqué par la réforme de 2018 qui ouvre et dérégule complètement le marché, y compris celui de l'apprentissage. Mais on a au-delà de l'aspect réglementaire, une vraie logique de marché et d'acteurs, de positionnement, de regroupement, d'absorption et de dimension internationale qui, je le redis, est quelque chose quand même d'assez nouveau dans notre, on va dire, dans notre petit territoire franco-français où on avait plutôt tendance à travailler parce que c'est vrai qu'on a le droit de la formation qui est certainement plus complexe. Beaucoup le disent, hein, dans le monde entier. Et donc, ça nous fermait un petit peu sur nous-mêmes. Et aujourd'hui, il y a une vraie internationalisation, des acteurs externes qui viennent, mais beaucoup d'acteurs français. Et je pense qu'on peut s'enorgueillir de voir des entreprises françaises aujourd'hui être en capacité de se positionner en dehors des frontières. Oui, c'est un bon résumé, je dirais, juste pour conclure. Du coup, moi, là, enfin, on l'a pas mal perçu aussi, du coup, quand on a, pour le coup, commencé à mettre en place des MOOC sur la place publique, quoi. On trouve qu'il y a des gens qui se connectent de plus de 160 pays du monde entier pour suivre les contenus, etc. On se dit, bah voilà, oui, on change un peu d'échelle, on est dans un nouvel univers, quoi. Donc, voilà. Bien, bah écoutez, merci Loïc, merci Jean-Luc pour tous ces propos enrichissants comme d'habitude. Je vais juste rappeler alors que le replay de ce webinaire sera en ligne d'ici 2 jours. La semaine prochaine, on mettra sur Communautique un petit guide des quelques sites ou de 20 ou 30 sites en fait indispensables quand on démarre dans la multimodalité. C'est quelque chose qui nous est demandé depuis quelque temps par certains adhérents communautiques, en tout cas celles et ceux qui arrivent dans la multimodalité et à qui on ne sait pas toujours
toujours répondre. On se disait, bah, finalement, quand j'arrive dans ce secteur-là, qu'est-ce qu'il faut que je connaisse? Voilà, si demain je change de secteur et que je me mets dans l'immobilier ou dans la construction de cuisine, peut-être qu'il faut que je me dis, mais finalement, c'est quoi l'environnement? Voilà, donc on est en train de concocter en fait, un petit référentiel, si vous voulez, hein, qui sera à la fois, alors celui-là sera statique, mais on va en faire aussi une carte heuristique qui s'enrichira par vos contributions en 2022. Donc ça, je pense que ce sera en ligne dès la semaine prochaine sur le site communautique. Eh Voilà, bien, l'idée, c'est que merci. vous ayez Pardon. vraiment les sites de référence dans lesquels trouver les meilleures informations et les plus fiables et les plus actuelles aussi. Voilà, donc vous avez ici la maquette, hein. Je vous ai affiché simplement la maquette de cet outil qui sera disponible très prochainement. Eh bien, merci encore à toutes et à tous pour votre participation. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, de toute façon, on se retrouvera l'an prochain pour de nouvelles animations communautiques. Et puis, bon vent. À bientôt. À Merci. bientôt, bonne Au journée. revoir. À bientôt. Au revoir.